Saint Jean Bosco. 1815-1888. En 1881, 7 années avant sa mort, qui survient à Turin le 31 janvier 1888, la première biographie de notre pèlerin de Dieu italien paraît. Écrite par un médecin français, Charles d'Espinay, intitulée Don Bosco. Le sujet a plu aux Français car en 15 ans, cette première biographie axée sur les guérisons, les confessions et les exploits d'un chien gris, le Grigio, a connu 12 éditions. Dès son vivant donc se répand l'odeur de sainteté de ce Jean Bosco, acrobate et battleur dans sa jeunesse, volontiers farceur avec ses amis, apôtre de jeunes délinquants ou prédélinquants, et de ce fait, souvent placé dans des situations curieuses au début de sa vie sacerdotale, voyant extralucide de l'enfance à la vieillesse et enfin thaumaturge, guérisseur, surprenant, véritable personnage pittoresque et édifiant comme il y en a peu. Dans ce premier épisode de votre émission Pèlerin de Dieu à la découverte de Saint Jean Bosco, plongeons ensemble dans cette Italie du début du 19e siècle, dans la plaine du Pô au nord, dans cette campagne lombarde où les familles travaillent, souffrent, prient et d'où surgissent de saints prêtres. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint Jean Bosco est né le 16 août 1815 dans un petit village, un hameau des Becci, dans la commune de Castelnuovo d'Asti. Nous sommes à l'est de Turin, sur la rive droite du Pô, dans ce qu'on appelle le Mont Ferrat. Alors l'Italie n'existe pas encore et nous sommes dans les États sardes qui appartiennent à la maison de Savoie. Alors cette maison est une famille qui a régné depuis le XIe siècle, le Moyen-Âge, sur la Savoie et le Piémont, et de 1861 à 1946 sur l'Italie. Gardienne des monts, c'est-à-dire des cols du Grand Saint-Bernard dans les Alpes, la maison de Savoie jouit d'une position privilégiée entre d'un côté la France, l'Allemagne et l'Italie, et d'ailleurs toute son histoire sera faite de tiraillements, d'alliances militaires, diplomatiques entre les rois français et puis les princes autrichiens ou allemands. Cette maison de Savoie obtient à la paix d'Utrecht en 1713, nous sommes au temps de Louis XIV, le Mont Ferrat, la terre de Saint Jean Bosco, qu'elle convoitait depuis longtemps. Et puis une partie du Milanais et le royaume de Sicile, alors qui est bien éloigné. Elle est obligée quelques années après de l'échanger contre la Sardaigne. Et sous le règne de Charles-Emmanuel III, nous sommes dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les États sardes vont bénéficier de réformes de ce qu'on appelle le despotisme éclairé. Et pour finir cette petite présentation politique du contexte de vie de Saint Jean Bosco, on peut évoquer les ravages de la Révolution française qui ont touché cette Lombardie, puisque cette maison de Savoie va accueillir des immigrés qui quittaient la Révolution française. D'ailleurs, les auditeurs fidèles de cette émission peuvent se souvenir du grand archevêque de Marseille, le père de Masneau, qui est venu avec sa famille justement à Nice, puis après a dû faire tout un périple en Italie. Et donc Napoléon Bonaparte est venu, a fait de nombreuses victoires, mais également de nombreux décès, a ponctionné de nombreux Italiens, et finalement la situation en 1815, c'est simple, c'est le congrès de Vienne, où les anciens rois reviennent et font comme si tout redevenait comme avant, mais finalement, dans les campagnes, pas grand-chose finalement n'a changé. Alors Jean Bosco, né dans une famille paysanne, son père Francesco Bosco était un paysan industrieux de cette Italie du Nord, de Lombardie, donc qui prend bien soin à accroître progressivement à force de labeur un petit patrimoine. Il avait 3 petites vignes et 5 champs en 1817, donc 2 ans après la naissance de Giovanni. Alors en 1810, il a eu d'un premier mariage
mariage avec Teresa Maria un fils, Antonio, et un second enfant va décéder, et malheureusement, beaucoup plus grave, eh bien c'est sa femme, Margarita, j'ai dit Teresa, c'était sa deuxième fille, Margarita, qui va décéder à son tour à 28 ans en 1811. Et donc Francesco va reconstruire son foyer en se remariant avec une autre Margarita, qui sera la mère de Giovanni. Elle lui donne un premier enfant, Giuseppe et Joseph Louis, Giuseppe Luigi, et ensuite un second enfant, Giovanni Melchior, qui deviendra notre saint Jean Bosco. Donc il naît en 1815. Donc il est dans cette famille, le second du second mariage de Francesco, le troisième enfant de Francesco. Alors il vit cette vie de petit paysan, pas riche, mais pas non plus complètement démuni. Et alors que Giovanni a 2 ans, eh bien, il va surgir l'épreuve la plus terrible de sa petite enfance, c'est la mort de son père. Ce père aimé, robuste, à la fleur de l'âge, un jour rentre directement du travail des champs, trempé de sueur, et descend imprudemment au sous-sol de la cave glacée. La respiration s'arrête brutalement et le soir, une fièvre violente, signe d'une grave congestion, se déclare et très rapidement, il est emporté. Alors pour lui, c'est le premier souvenir de sa petite enfance. On lui annonce le décès de son père. Vient Giovanni, lui dit l'adulte qui vient lui annoncer cette descente, sa mère qui vient lui annoncer la mort de son père. Papa ne vient plus. Et donc cet enfant apprend ainsi la mort de son père à 2 ans. Alors il va grandir dans cette famille qui va se réfugier avec cette misère qui s'abat sur eux, qui perd ses biens, donc l'héritage fond, dans une petite maison que Francesco avait eu la sagesse d'acheter. Donc ils vont se réfugier dans cette grange, cette étable qu'ils vont réaménager, et c'est là que va grandir Giovanni avec son grand frère Antonio et son frère Giuseppe, avec une mésentente qui va n'aller que croissante entre Antonio, d'un caractère beaucoup plus frustre, et Giovanni, qui lui est d'un tempérament joyeux, éveillé, qui se met à lire de façon très précoce de lui-même, et qu'on ne voyait pas aller au champ sans un livre déjà très jeune. Donc c'est dans ce cadre-là que Giovanni va connaître une éducation chrétienne qu'il reçoit de sa mère, qui est pieuse et sévère, qui lui apprend à aimer Dieu dans la prière familiale, dans une certaine austérité. Et c'est là aussi qu'il va avoir les premières prémonitions de sa vie future. Alors, cette vie, cette enfance, il nous est connu par près de 180 pages de souvenirs. C'est tout à fait formidable, puisque Saint Jean Bosco, un peu plus tard, lorsqu'il est avec son œuvre, les Salésiens, sa congrégation, on va lui demander de raconter sa vie. Et c'est pour ça qu'on a plein de souvenirs très concrets écrit par la main même de Don Bosco. Alors, c'est le travail des chants, et je vais vous donner un conseil pour essayer de vous replonger dans cette atmosphère de la campagne lombarde, c'est de voir le magnifique film L'Arbre au sabot de Olmi, Ermanno Olmi, qui a eu notamment le prix du festival de Cannes, et qui retrace admirablement ce temps de la campagne très lent, adapté au temps, aux saisons, un travail très rigoureux, dur, mais avec une religiosité qui est palpable sur toutes les journées. Alors, des événements importants, c'est à 9 ans, il fait un rêve qui va engager un petit peu le futur. Alors, dans la vie de Saint Jean Bosco, les songes ont une importance cruciale. Il était dans une maison, dans une cour très spacieuse où était rassemblée une foule d'enfants, et les uns riaient et beaucoup blasphémaient. Et à un moment, nous raconte Saint Jean Bosco, apparut un homme imposant, son visage était très lumineux, et il m'appela par mon nom et me dit « Ce n'est pas avec des coups, mais avec la douceur et la charité que tu devras faire d'eux tes amis. » Alors, l'enfant ne sait pas trop comment répondre, et puis il lui explique
explique cet homme qu'il va lui donner une institutrice, et il explique qu'il est le fils de cette femme, que ta mère t'a appris à prier 3 fois par jour. La dévotion à la Vierge Marie, c'est quelque chose de tout à fait fondamental dans la vie de Saint Jean Bosco. Et en regardant, il s'aperçut que les enfants avaient tous disparu, et à leur place, il y avait une multitude de cabris, de chiens, de chats, d'ours et beaucoup d'autres animaux, et à la place des bêtes sauvages, apparurent autant de paisibles agneaux. Dernier élément, c'est qu'il va se passionner pour les jeux d'adresse. Il y a des saltimbanques un petit peu professionnels qui vont de spectacle en spectacle, de village en village lors des fêtes patronales. Il se met au premier rang, il repère toutes les astuces et après il travaille comme un fou pour les repérer et les reproduire. Dernier élément, à 11 ans, il fait sa première communion qui va profondément amplifier sa dévotion qui est déjà très forte. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. En 1827, Giovanni Bosco est le 3e garçon avec sous la l'égide de Margarita, leur maman. Il travaille à la ferme, il a alors 11 ans et se produit un épisode pénible et difficile dans sa vie lié à l'opposition croissante entre son frère aîné Antonio, qui était né d'un premier mariage de son père, et donc les deux plus jeunes. Donc Antonio était d'un caractère, il se considérait comme le chef de famille et d'un caractère assez rude, besogneux, et donc il supportait assez mal le caractère de son petit frère, beaucoup plus enjoué, farceur, et donc parfois il s'élançait pour frapper Giuseppe et Giovanni, mais la mère s'interposait. Antonio à ce moment-là se criait sur sa mère, Marastra del Diavolo, marâtre du diable. Donc on imagine l'ambiance de la maison très pénible, très lourde. Alors il faut prendre une décision à l'approche des 20 ans d'Antonio. L'ambiance de la maison devient irrespirable et donc la maman se résout à envoyer, pour détendre un peu l'atmosphère, envoyer son fils, son petit enfant de 12 ans, son enfant bien aimé, donc à Moglia, où elle lui demande de se faire embaucher comme vacher. Alors il y va, faut imaginer cet enfant qui part tout seul, et il frappe à la porte de la ferme qu'on lui a indiquée. Ma mère m'a dit de venir chez vous pour faire vacher, annonce-t-il en arrivant. Alors les maîtres de lieu, qui étaient Louis Moglia, le reçoit assez mal, donc il lui explique, comme maman voit que mon frère Antonio me maltraite et me bat tout le temps, hier elle m'a dit, prends ces 2 chemises, ces 2 mouchoirs, va à Bossone, cherche une place de domestique, et si tu n'en trouves pas, va à Moglia. Là tu demanderas au patron, dis-lui que c'est ta mère qui t'envoie et j'espère qu'il te prendra. Alors après quelques difficultés, quelques pleurs aussi, eh bien il se résout à accepter que ce garçon reste là quelques instants, et bien lui en prend, puisqu'il découvre un enfant extrêmement serviable qui participe à toutes les tâches de la maison, et donc Jean Bosco va rester ainsi quelques mois dans cette maison où il va aussi reprendre cette vie qui est la sienne d'être un petit meneur d'enfants. Alors on le voit à ce moment-là, donc comme il avait déjà fait dans son premier village, le dimanche, il organise une espèce de petite rencontre qui dit beaucoup sur son caractère, où il cumule des tours
qu'il apprend à droite à gauche des tours de saltimbanque, de jongleur, d'acrobate, avec une leçon de catéchisme. Il a été à la messe le matin et comme il est doté d'une excellente mémoire, eh bien il a retenu par cœur le sermon et il redonne le sermon du prêtre en y ajoutant ses petits commentaires et ses fioretti. Et donc on voit le caractère à la fois entraînant comme un aimant, voilà, qui attire aussi les autres jeunes autour de lui pour à la fois les divertir et les amuser et les mener à aimer Dieu et à une vie plus droite. Et il se rappelle du songe qu'il a eu, comment mener les autres, et bien il commence à prendre très au sérieux sa formation scolaire et à apprendre de tout son cœur en lisant autant qu'il peut. Alors ce songe-là, vers 9 ans, va lui imprimer son désir de devenir prêtre, et il va faire une rencontre exceptionnelle d'un saint prêtre, Don Jean-Melchior Calosso, qui va le prendre chez lui au presbytère. Il a 15 ans, quelques mois, parce qu'il va mourir d'une crise cardiaque. Il était très très âgé, et ce saint prêtre en soutane qui va le conforter, qui est absolument émerveillé par une mémoire tout à fait prodigieuse, va l'aider notamment pour les aspects financiers. Don Bosco, il est pauvre, et pour être prêtre à cette époque-là en Italie, dans cette première moitié du 19e siècle, ça coûte très très cher, il faut aller en pension, il faut faire des études, et Don Bosco va vouloir aller dans les écoles publiques de Castelnuovo. Il va passer son adolescence, puis à Chieri. Nous sommes à entre 20 et 10 kilomètres de Turin, ce sont des villes de 3 à 9 000 habitants, où il étudie. Alors il faut imaginer un grand gaillard avec ses sabots d'une quinzaine d'années qui se retrouve à l'école avec des petits enfants, pas toujours vertueux, et dans ces années, il va connaître de belles amitiés, notamment de Louis Comolo, dont on reparlera parce qu'il sera au séminaire avec lui, et puis une conversion de Jacques Lévy, dit Jonas, un juif qui était pas toujours bien traité dans la société italienne de cette époque, et qui va lui faire connaître, qui va le convertir, lui faire connaître l'amour du Christ pour lui. Et finalement, tout ce temps va lui permettre de fortifier son désir d'entrer au séminaire. Alors, il se pose cette question de devenir prêtre, mais, dit-il, il redoutait la vie de clerc séculier. Il n'en avait pas forcément une image très bonne, avec cette inquiétude de pas pouvoir se garder vraiment au Christ, d'être pris dans l'esprit du monde, et que certaines habitudes qu'il sentait dans son cœur lui fassent manquer de vertu par rapport à l'état ecclésiastique. Et donc, il va s'approcher d'abord d'un couvent qui se trouve non loin de là, donc à Chieri, le couvent franciscain de la Paix, et il frappe à la porte où il demande à entrer parce que, disait-il, si je me fais clerc dans le siècle, ma vocation court grand risque de faire naufrage. Et donc il aspire à cet état où il renoncerait complètement au monde pour vivre dans le cloître, s'adonner à l'étude, à la méditation. Voilà, il a un peu cet idéal-là, mais en même temps il est travaillé intérieurement, et donc cette entrée chez les franciscains va pas durer très longtemps. Il trouve pas la paix, et donc il diffère son postulat dans ce couvent où il avait été accepté, et un songe lui survient en 1834 qui l'intrigue. Dans son rêve, il voit un franciscain du couvent qui lui dit « Tu cherches la paix, mais ici, la paix, tu ne la trouveras pas. » Alors, donc, il reprend la vie de Don Comolo, qui lui, à ce moment-là, lui indique plutôt d'entrer au séminaire, et c'est là qu'en automne, dans l'automne 1835, il prend cette résolution de se faire clerc, donc d'entrer au séminaire. Et pour lui, donc, il a cette image du prêtre en soutane, assez austère, et donc il entre au séminaire avec cette idée d'entrer dans une vie austère qui est pourtant assez loin de son caractère, mais donc dans l'entrée du séminaire, il y a un avertissement qui dit que les heures passent vite au cœur joyeux, et il décide de faire de cette phrase sa devise. Nous sommes en 1835, Saint Jean Bosco a 20 ans, alors on peut peut-être dresser un petit portrait. Il a un solide caractère piémontais, il n'est ni brillant ni spirituel, hein, il est plutôt lent à comprendre, mais il est solide et fort, c'est un coureur de demi-fond.
prudent, mais il est également réaliste. Il sait que le réel est très souvent amer et dur, mais il y oppose la patience. Il est patient d'esprit comme il est patient de cœur. Il aime sans renier, c'est un homme fidèle. Il gardera des amitiés toute sa vie. Il est également courageux et il a un amour intense pour sa terre, ses biens, sa famille. Il ne se déracine jamais de son sol et il sait que Dieu lui a fait le don d'un cœur qui aime largement, un cœur entier qui ignore les demi-mesures et qui transforme la patience humaine en impatience chrétienne. Jean Bosco est entré au séminaire de Thierry où il suit des études pour devenir prêtre. Alors c'est cet étonnement du petit paysan qui a enfin réussi à force de travail et d'aide de la Providence à entrer dans ces études qui auraient dû être des études excellentes, mais c'est un premier aspect qu'il rencontre là dans ce séminaire, c'est une certaine on va dire médiocrité, pour le dire de façon lapidaire, du niveau d'études où la plupart du temps on se contente de réciter des compilations de manuels de morale ou de théologie qu'il faut apprendre par cœur. Alors quand il avait une excellente mémoire, il n'avait aucun souci pour cela, il était capable de ressortir à ses professeurs les pages qu'il avait lues une seule fois. Et donc il essaye de compléter par lui-même sa formation avec d'autres lectures qui n'étaient pas forcément les bienvenues. On lui signifie qu'il doit apprendre les manuels comme les autres. Donc ça va pas l'empêcher de suivre, de compléter lui-même par ses propres lectures, mais il dira plus tard qu'il a tiré peu de profit des études de théologie qu'il a fait au séminaire. Il y reçoit une très bonne formation spirituelle, donc on se lève très tôt le matin, donc 5h30 en hiver, 4h30 en été, et donc jusqu'à 22h le soir. La journée est rythmée par des prières, des temps d'études, et donc c'est une vie extrêmement studieuse. Et il faut dire aussi un mot de ces amitiés au séminaire, donc qui sont variables. Il y avait trois types de relations: celles qui portaient vraiment vers le Christ, celles qui étaient plutôt rabaissantes, et puis l'entre-deux. Alors il explique comment pour lui c'est important de bien choisir ses amis et de tirer profit de ces relations fraternelles en évitant celles qui pouvaient rabaisser le niveau moral qu'on pouvait vivre dans ce séminaire. Et donc il voit partir un certain nombre de confrères qui n'étaient pas trop faits pour cela, pour l'état sacerdotal. Et il connaît aussi des amitiés très fortes, notamment Luigi Comolo, qui était un de ses bons amis du séminaire, qui à la suite d'une maladie foudroyante va mourir. Et donc il écrira plus tard une vie de Luigi Comolo qu'il donnera en exemple aux autres jeunes. Et donc il poursuit ses années d'études au séminaire avec aussi les vacances qui sont des temps 4 mois de vacances dans l'année, qui sont des temps où il avait d'abord tendance à retrouver un peu sa vie d'amusement, de chasseur, avec ce qu'il vivait quand il était paysan. Et progressivement, il va apprendre à entrer davantage dans cet état clérical qu'il veut faire sien, en se donnant davantage, comme en quittant moins souvent la soutane, et puis en finissant par la garder totalement, et en continuant à donner l'exemple et à entraîner dans l'amour de Dieu ceux qu'il côtoyait au cours de ses vacances. Voilà pour ces années de séminaire qui le conduisent progressivement vers l'ordination. Alors cette mort de Louis Comolo le 2 avril 1838 va être l'occasion pour Saint Jean Bosco d'un songe tout à fait particulier où son ami, qui était un ascète incroyable, qui le stimulait dans la piété, qui était un modèle pour lui de chrétien fervent, il a un songe où Comolo lui dit d'une voix claire: Bosco, Bosco, je suis sauvé. Et il va, suite à ce songe, et il va connaître une forme de dépression, d'un épuisement dépressif, dû notamment à la peine de voir mourir son jeune ami. Il va être rétabli par sa maman Marguerite, qui va venir l'épauler. Et puis on arrive finalement au sous-diaconat. À l'époque, c'est là où on faisait le vœu solennel de chasteté pour toute sa vie. Le diaconat, le 29 mars 1841.
21 et le 26 mai. Il commence les exercices spirituels qui doivent le préparer à l'ordination sacerdotale et il va faire une liste de consignes fondamentales pour l'avenir, dont 3 d'entre elles expriment véritablement le style sacerdotal de Don Bosco: occuper rigoureusement mon temps, supporter, agir, m'humilier en tout et toujours dès qu'il s'agit de sauver les âmes. La charité et la douceur de saint François de Sales me guideront en toutes choses.